Pour comprendre la systématique veineuse du foie, il faut se reporter au premier stade de la morphogénèse, lorsque, sur une vue ventrale, dans le sinus veineux, on voit s'aboucher d'une part les canaux de Cuvier, droit et gauche, voilà la portion crâniale, qui draine les veines cardinales, crâniales et caudales, droite et gauche. Dans ce sinus veineux d'origine pulmonaire, le sinus veineux pulmonaire va venir s'aboucher secondairement, venant constituer une partie postérieure de l'atrium gauche et expliquant ainsi, par cet impact de cette ébauche pulmonaire dans l'ébauche cardiaque primitive, que certains retours veineux pulmonaires anormaux puissent se faire directement dans la veine cave inférieure, voire quelquefois en situation sous-diaphragmatique. Par rapport au tube entoblastique primitif, schématisé ici vers l'arrière, les veines annexielles vont venir compléter ces affluents veineux du cœur embryonnaire. Les premières veines sont représentées par les veines ombilicales, ici veine ombilicale droite et là veine ombilicale gauche. Elles sont ensuite représentées par les veines vitellines, elles aussi droite et gauche, veines vitellines qui vont échanger autour du tube entoblastique primitif une série d'anastomoses. Entre ces veines vitellines droite et gauche, une anastomose en situation caudale est en position pré-entoblastique, une anastomose intermédiaire est en situation rétro-entoblastique et une anastomose en situation crâniale est à nouveau en situation pré-entoblastique. Enfin, des anastomoses vont exister avec la veine interne du corps de Wolff, la veine de Hochstetter du côté droit, première anastomose A1 entre la veine ombilicale droite et cette veine de Hochstetter. Une deuxième anastomose va exister entre la veine ombilicale droite et la veine vitelline droite. Et enfin, une troisième anastomose va exister à 3 entre la veine ombilicale gauche et la veine vitelline gauche. Et c'est en avant du tube entoblastique que va venir maintenant bourgeonner la masse hépatique, englobant ainsi ces ébauches veineuses dont certaines vont persister et d'autres vont disparaître. Sur une vue toujours ventrale, à un stade un peu plus évolué, par rapport au sinus veineux, la veine cave inférieure va être constituée par plusieurs segments, dont le segment sus-hépatique, puis le segment rétro-hépatique, et enfin le segment sous-hépatique suprarénal. Celui-ci correspond à cette veine de Hochstetter, cette veine interne du corps de Wolff. L'anastomose A1 va constituer le segment rétro-hépatique et va intervenir pour une part dans la constitution du segment suprahépatique. La première veine qui va disparaître en quasi-totalité, c'est la veine ombilicale droite. Celle-ci va en effet ne persister que dans le segment terminal, prenant part à la constitution du sinus réuniens de His. Les veines vitellines, par rapport au tube entoblastique primitif, vont alors échanger tout d'abord l'anastomose pré-entoblastique en situation caudale qui va expliquer le trajet situé en avant du troisième duodénum de la veine mésentérique supérieure. La veine vitelline droite va disparaître dans le segment situé entre l'anastomose caudale et l'anastomose intermédiaire, et c'est l'anastomose intermédiaire qui va maintenant persister, expliquant le trajet rétro-duodénopancréatique du tronc portal. La veine vitelline gauche
va à nouveau disparaître, elle, dans le segment situé entre l'anastomose intermédiaire et l'anastomose crâniale, alors que la veine vitelline primitive droite va persister, ainsi que l'anastomose pré-entoblastique crâniale, constituant le tronc entoblastique, le tronc portal qui va entrer dans le hile du foie. Là encore, ces variations anatomiques peuvent expliquer pourquoi certaines veines portes vont s'aboucher directement dans la veine cave inférieure sans passer par la masse hépatique, pourquoi on peut trouver des veines portes qui sont en situation pré-duodéno-pancréatique et non pas rétro-duodéno-pancréatique. Dans la disposition classique, néanmoins, le système vitellin va maintenant se ramifier dans la masse hépatique pour constituer les deux troncs portaux principaux, le tronc portal droit et le tronc portal gauche, ce dernier constituant le récessus de Hugo Rex. Nous sommes ici dans la masse hépatique qui est maintenant bien en place et bien sûr l'anastomose A2 que nous avions montré tout à l'heure va persister pour donner naissance à ce qui sera le canal veineux d'Aronsus en arrière, tandis que l'anastomose A3, en même temps que l'on assiste à l'hypertrophie majeure de la veine ombilicale gauche qui va devenir le seul tronc vital pour l'embryon et le fœtus jusqu'au terme, va aussi par cette anastomose persister et être à l'origine ultérieurement de ce qui sera le ligament rond du foie. Voilà comment se disposent les troncs veineux afférents que nous allons maintenant représenter, premièrement sous la forme de la systématisation portale, en mettant en place une vue inférieure de la masse hépatique qui a été ici relevée vers le haut. Voilà le côté droit et voilà la face ventrale. À la face postérieure de cette masse hépatique, nous allons esquisser le trajet de la veine cave inférieure qui, vers le bas, voisine les tubercules codés et papillaires du lobe codé de Spiegel. La veine cave inférieure apparaît ici vers l'avant, et lorsque l'on relève ainsi le foie, apparaît à la face inférieure du foie la plaque glissonienne. Celle-ci est constituée par une condensation du tissu conjonctif qui va prendre un aspect épineux, un aspect étoilé, et au sommet de chaque flèche de ce tissu conjonctif étoilé va se détacher une branche de la veine porte. Cette capsule glissonienne qui est là, conjonctive de la face inférieure hilaire du foie, est celle par laquelle il faut toujours commencer la dissection. Nous pouvons rappeler vers l'avant, avec l'analogie veineuse qui lui a donné naissance, l'arrivée de l'ancienne veine ombilicale gauche qui va donner le ligament rond du foie. Nous pouvons rappeler ici vers l'arrière, également compte tenu de son appartenance veineuse primitive, le canal veineux d'Aronsus, et voilà la grande segmentation transversale de ce qui va constituer l'incisura dextra de Gans et qui divise ainsi la masse hépatique en deux territoires. Les territoires ventraux, avec la saillie de la vésicule, ici, et les territoires dorsaux, avec le lobe codé, avec le lobe de Spiegel. Lorsque on va examiner maintenant la répartition de ce tronc portal, la veine porte va se diviser classiquement en deux troncs, commençant par le tronc gauche qui vient ici se terminer à l'aplomb de ce récessus de Hugo Rex et qui va maintenant perfuser tout d'abord le segment 2 de Quinault, le segment qui est le segment dorso-crânial latéral gauche, qui va ensuite perfuser le segment 3 de Quinault, qui est le segment latéral gauche, mais ventro-caudal cette fois. Cette branche gauche de la veine porte va également participer à la perfusion du segment 4 petit a, qui est le segment paramédian gauche de Quinault, ventro-caudal lui aussi, et certaines branches parties de ce tronc gauche de la veine porte
vont participer à la perfusion vers l'arrière du lobe codé d'une partie du lobe de Spiegel. Donc voilà le tubercule codé et le tubercule papillaire. La branche droite de bifurcation de la veine porte va elle-même se diviser en deux troncs. Un tronc à direction ventro-dorsale qui va perfuser le segment 8 de Quinault que nous ne pouvons pas apercevoir sur ce dessin, mais qui va maintenant perfuser le segment 5 paramédian droit ventro-caudal de Quinault, puis la branche dorsale qui va maintenant perfuser le segment 6 de Quinault, le segment ventro-caudal latéral droit, et vers l'arrière maintenant perfuser le segment 7 de Quinault, le segment dorso-crânial latéral droit. Ce tronc droit de bifurcation de la veine porte va lui aussi participer à la perfusion d'une partie du segment 1 du lobe de Spiegel et du segment 9, comme l'a appelé maintenant Quinault, qui est le segment dorsal sur lequel nous allons tout à l'heure revenir. Voilà donc comment se présente l'abord de la face hilaire du foie à partir de cette plaque grissonienne et cette segmentation de la veine porte. Pour ce qui est de la segmentation des veines sus-hépatiques, nous allons cette fois la représenter sur une vue de face, le foie en place, foie dont voilà la portion crâniale et le côté latéral droit, et sous la masse parenchymateuse hépatique apparaît le débord du fond de la vésicule biliaire. Voilà ce sac vésiculaire qui apparaît là vers le dessous. Comme tout à l'heure, vers l'arrière, nous allons marquer l'émergence de la veine cave inférieure qui apparaît là-bas au-dessus et en arrière et ici vers le dessous. Et nous allons remettre en place, bien sûr, l'arrivée avec son origine veineuse de cette veine ombilicale gauche qui va constituer le futur ligament rond du foie. Ce sont dans les plans scissuraux que vont maintenant cheminer les veines sus-hépatiques. La première veine sus-hépatique est la veine sus-hépatique gauche. C'est une veine importante qui va s'aboucher en situation crâniale sur le flanc gauche de la veine cave dans son segment sus-hépatique à l'aplomb de cette dilatation que l'on appelle encore le sinus veineux de Caloris. Cette veine sus-hépatique gauche va maintenant drainer, bien sûr, les veines issues du segment 2 de Quinault, du segment dorso-crânial et latéral gauche, et drainer aussi les veines du segment 3 de Quinault, ventro-caudal et latéral gauche. Cette veine sus-hépatique gauche va maintenant drainer sur son bord droit le segment 4 petit a qui était montré tout à l'heure, segment qui est paramédian gauche par rapport à la scissure principale et en situation ventrocaudale, et va maintenant drainer le segment 4 petit b qui n'était pas visible sur la vue caudale, qui est le segment dorso-crânial paramédian gauche. Donc voilà ces troncs d'affluence dans cette première grosse veine sus-hépatique gauche. La deuxième veine sus-hépatique est la veine sus-hépatique moyenne. Elle chemine dans la scissure principale et très souvent d'ailleurs, elle va s'aboucher dans le sinus veineux de Caloris par un tronc qui est commun avec celui de la veine sus-hépatique gauche. Elle va pour sa part bien sûr drainer certaines veines du segment 4B, dorso-crânial paramédian gauche, certaines veines du segment 4 petit a, ventro-caudal du segment paramédian gauche, mais elle va maintenant drainer les segments paramédians droits. Et tout d'abord, le segment 5 de Quinault, c'est-à-dire le segment ventro-caudal paramédian droit par rapport à la scissure principale, et puis ce segment 8 maintenant qui va apparaître alors que sur la vue caudale il n'était pas visible, qui est le segment dorso-crânial paramédian droit qui rejoint donc ici le flux de la veine sus-hépatique moyenne.
La veine sushépatique droite, troisième grande veine à abouchement crânial dans la veine cave inférieure, va cheminer dans la scissure latérale droite. Bien sûr, elle va drainer certaines branches veineuses de ce segment paramédian droit dorsocrânial, le segment 8 de Quinault. Elle va drainer certaines veines sushépatique du segment 5 de Quinault, ventrocaudal paramédian droit, mais elle va maintenant drainer les segments latéraux droits, le segment numéro 6 de Quinault, le segment qui est ventrocaudal, latéral droit, et le segment 7 de Quinault, qui est le segment dorsocrânial, latéral droit, dont les veines rejoignent donc ce flux important de la troisième grosse veine sushépatique, la sushépatique droite, qui s'abouche en situation crâniale dans la veine cave inférieure. Néanmoins, en dehors de ces veines principales d'abouchement crânial, nous allons montrer ici en pointillé que dans la veine cave inférieure, et tout particulièrement à partir des segments dorsaux, des segments 1 et 9 de Quinault, certaines veines sushépatiques vont s'aboucher directement en court-circuitant vers l'arrière ce flux des veines sushépatiques principales. C'est-à-dire qu'il existe, en regard de cette flèche en jaune, en avant de la veine cave inférieure, un espace cellulo-graisseux dans lequel toute une série de veines segmentaires supplémentaires vont venir s'aboucher. Si l'on représente sur une vue postérieure maintenant de la masse hépatique, dont voici la portion crâniale et le côté latéral gauche, le tubercule caudé et le tubercule papillaire du lobe caudé de Spiegel, le trajet de la veine cave inférieure, ici avec la dilatation suprahépatique du sinus veineux de Calori, cette veine cave inférieure qui par ailleurs draine bien sûr les veines diaphragmatiques inférieures, gauche et droite, draine les veines capsulaires, crâniales, gauche, draine à la partie inférieure les veines rénales, droite et gauche. Cette veine cave inférieure va très très souvent être véritablement incluse à l'intérieur du parenchyme hépatique par deux petits processus codés, l'un venu du lobe droit et du segment 7, et l'autre venu du lobe de Spiegel, du lobe codé du segment 1. Ces processus qui vont englober la veine cave inférieure vont même parfois être rattachés l'un à l'autre par un véritable ligament rétrocave qui constitue alors un véritable segment intraparenchymateux de la veine cave inférieure, comme c'est le cas chez le fœtus et quelquefois même chez le jeune enfant, comme c'est le cas en tout cas chez certains adultes. Ici, nous allons rappeler bien sûr l'arrivée à gauche en direction de la veine cave inférieure de ce canal veineux d'Aranssus, de l'ancienne anastomose A2. Nous sommes à l'aplomb du segment 1 de Spiegel, nous sommes à l'aplomb du segment latéral dorsocrânial gauche du segment 2, du segment 4 petit b, paramédian gauche et dorsocrânial, du segment 8 paramédian droit et dorsocrânial, et du segment 7 de la face postérieure, du segment latéral droit dans la partie dorsocrâniale. Sur ce schéma vu de l'arrière, nous pouvons donc rappeler en pointillé l'abouchement des veines sushépatiques principales, veine sushépatique crâniale latérale gauche, moyenne et droite, dans la mesure où la veine sushépatique moyenne s'abouche isolément. Voilà ici, maintenant, par transparence, ces abouchements de veines ectopiques qui sont de petite taille, qui sont nombreuses, et ces veines ectopiques, donc, qui sont en relation avec cet espace celluleux qui est en avant de la veine cave inférieure. Et si je représente sur une vue isolée cette veine cave inférieure avec du côté crânial et côté latéral droit le sinus veineux de Calori, l'abouchement des veines diaphragmatiques inférieures, des veines surrénaliennes droites, des veines rénales droites et des veines rénales gauches, sur cette vue de face, voilà en très plein cette fois l'abouchement des trois veines sushépatiques classiques crâniales,
latérale gauche, intermédiaire, moyenne et latérale droite. Et voici maintenant l'abouchement des veines intermédiaires et de toutes ces petites veines qui, du côté gauche, vont correspondre au segment 1, l'ancien segment du lobe de Spiegel de Quinault, et du côté droit maintenant vont correspondre à ce que Quinault a voulu isoler sous le nom de segment 9, le fameux segment dorsal du foie. Si je représente en effet une coupe horizontale passant par la portion crâniale de la masse hépatique, coupe horizontale dont voilà la face ventrale et le côté latéral droit de la masse hépatique qui en arrière va envoyer ces deux tubercules parenchymateux qui vont tout autour de la veine cave inférieure réaliser cet enclavement de ce gros tronc veineux en situation intraparenchymateuse, comme on peut le voir au scanner, comme on peut le voir en IRM. Voilà donc la veine cave inférieure qui reçoit bien sûr de la masse hépatique les veines sus-hépatiques respectivement gauche, moyenne et droite, veine sus-hépatique principale, là. Nous sommes ici à l'aplomb du segment 7 de Quinault, nous sommes à l'aplomb du segment 1 de Quinault, du segment 2, latéral gauche et dorsocranial, du segment 4 petit b, paramédian gauche et dorsocranial, du segment 8, paramédian droit et dorsocranial, puis du segment 7, et voilà donc maintenant où s'abouchent ces petites veines supplémentaires qui vont drainer ce que Quinault a appelé le fameux segment 9. Pour Quinault, en effet, il n'y a pas, comme pour les autres segments, un plan scissural soit embryologique, soit de séparation entre les lobes. Ce segment 9 de Quinault n'a pas de limite ventrale très très nette. Et c'est ce qui va rendre son abord chirurgical antérieur dangereux dans la mesure où on ne peut pas assurer l'hémostase de ces veines. Si l'on veut assurer l'hémostase de ces veines, il faut, comme je vais maintenant le représenter, sur la fossette hépato-rénale droite de Morrison, faire basculer vers l'avant et vers la gauche la masse hépatique. Voici ces valves à foie qui ont tiré le foie vers l'avant et vers la gauche. Voici la masse hépatique qui a été réclinée vers la gauche, masse hépatique qui a été toujours emballée qu'elle est par le péritoine viscéral, qui a été marqué par la section de la branche droite du ligament coronaire. Il a fallu bien sûr à la partie inférieure, ici abaisser l'angle colique, sectionner le ligament hépatocolique de l'angle droit du côlon, le côlon étant lui aussi emballé dans le péritoine viscéral, et ce péritoine viscéral colle là en arrière avec le péritoine pariétal, qui est le péritoine qui recouvre la loge rénale vers l'arrière. Nous sommes ici à l'aplomb de la portion haute du fascia de Tolde droit. Et en ayant ainsi récliné le foie vers l'avant et vers la gauche, apparaît là-bas, dans le fond, le tronc de la veine cave inférieure. Celle-ci va drainer les éléments rétro-péritonéaux dont on peut esquisser ici le profil qui apparaît à travers le feuillet péritonéal pariétal postérieur, le profil du rein droit, de la capsule surrénale droite qui vient se glisser en arrière du sinus veineux de Calorie, et il y a là, bien sûr, par transparence aussi, l'abouchement de la veine rénale droite, l'abouchement des veines capsulaires supérieures droites, l'abouchement des veines diaphragmatiques, voire même le départ de la veine hémiazygos droite. Et dans cette veine cave inférieure, qui est en rétro-péritonéal, bien sûr, on voit sortir de la face postérieure du foie, de la face non péritonisée ici, qui a été montrée tout à l'heure sur cette vue postérieure, on voit sortir les veines sus-hépatiques. D'abord, la veine sus-hépatique droite, la très grosse veine sus-hépatique droite, qui ne pose pas de problème dans son abord, compte tenu de son calibre. Là, quelquefois, certaines veines accessoires peuvent déjà se jeter dans la racine de la zygose ou dans les veines diaphragmatiques. Et maintenant, nous allons voir ici ces veines du segment 9 de Quinault. Elles ont, pour assurer leur hémostase, été ligaturées une à une au moment où elles vont sortir du parenchyme hépatique. Les voilà ici montrées avec la
ligature qui a été faite dans une dissection progressive et dans cet espace hépato-rénal de Morrison qui est là dans le fond, là-bas, qui apparaît vers l'arrière. Ce mouvement de dégagement du foie vers l'avant et vers la gauche risque d'entraîner sur la veine cave inférieure une torsion axiale qui peut désamorcer la pompe cardiaque. Si bien que si l'on doit clamper cette veine cave inférieure, il faut le faire non pas avec un clan transversal, mais avec un clan vertical pour faire un semi-clampage tout en assurant une partie du retour veineux dans les cavités droites. Cette dissection, ce moment de la dissection est difficile et il faut reconnaître que les techniques endoscopiques, célioscopiques présentent là par rapport à la chirurgie classique un gros avantage. Voilà ce que tout morphologiste doit pouvoir expliquer à ceux qui s'intéressent à la vascularisation veineuse du foie, que ce soit les chirurgiens qui interviennent pour des abcès, pour des traumatismes, pour une transplantation hépatique, que ce soit tous les imagiers, les échographistes, les scintigraphistes, ceux qui par phlébographie veulent explorer la masse hépatique, tout en sachant qu'en péropératoire, l'échographie péropératoire permet maintenant une véritable palpation intraparenchymateuse. Il reste bien sûr les anomalies, les variations que l'embryologie peut faire comprendre. Elles représentent tout le sel de la vie et ce que Alain appelait le plaisir de découvrir.